Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Je sais que c'est pratiquement la 10e émission et je sais qu'il y a des fanatiques de l'émission 36 heures pour demain qui attendent avec impatience la diffusion de cette émission. Je vous rappelle le rythme de diffusion, 2 émissions par mois à raison d'une émission le 2e et le 4e jeudi du mois à 20h. Voilà, alors merci de vos soutiens. Je sais que vous appelez de manière régulière Nelly Nomal au numéro de téléphone que je vais vous donner, vous rappeler à la fin de l'émission, notamment pour ceux qui débarquent. Alors pour ceux qui débarquent, un petit rappel, 36 heures pour demain, c'est un projet qui a été initié par des fous furieux, notamment le premier d'entre eux s'appelle Aimé Charles Nicolas, le professeur Aimé Charles Nicolas, que vous avez eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir en chair et en os. Mais de toute façon, vous pouvez, pour les plus branchés, aller sur YouTube ou sur la page Facebook de 36 heures pour demain et découvrir sa prose et, comme on dit vulgairement, sa bobine. C'est un monsieur charmant, vous le découvrirez. Et puis, les co-initiateurs, on en a chopé un ce soir, il est là, il va nous faire un peu le bilan de l'évolution de cette manifestation qui a commencé depuis plus d'1 an et qui trouvera son point d'orgue en septembre avec l'organisation d'un challenge, l'organisation d'un concours, l'organisation d'un concert. C'est une fête magnifique qui a pour objectif, je vous le rappelle, de contribuer au développement de la Martinique, de contribuer à la résolution d'un certain nombre de problématiques, mais surtout de mettre en avant les talents des Martiniquais. Et pour les aider sur toutes les thématiques que nous avons déjà abordées, il existe des hommes et des femmes référents, référentes, des hommes et des femmes ressources qui auront pour tâche de participer à l'élaboration de cet événement, bien évidemment, mais surtout d'aider les porteurs de projets, de la création d'entreprises à la promotion d'une idée ou d'une solution technique, tout ça mis en musique par des experts. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, en fin d'émission, je rappellerai l'ensemble des éléments pratiques de contact et vous pourrez contacter, rentrer en synergie avec l'ensemble. Alors, il y en avait quelques dizaines au départ. Là, il y en a probablement plus d'une centaine de fourmis, de chevilles ouvrières du projet. Voilà. Alors, pour commencer, je vous rappelle que notre thématique, c'est la santé et nous avons invité des vrais stars de la santé. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des hommes politiques. Ils ont du boulot, c'est ainsi. C'est très bien, d'ailleurs. Comme ça, nous, on a le temps de faire des choses sérieuses. Et avec nous, on va commencer par Florence Dorillon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci de votre disponibilité. Monsieur André Édouard. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je suis venu. Ça nous fait plaisir également. Patrick René Corail. Bonsoir. Bonsoir, merci. De cette invitation. Voilà. Et l'inamovible, l'inénarrable Serge Domy, qui est avec nous à nouveau. Bonsoir. Merci Serge d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va refaire le tour de table cette fois-là à l'envers. Vous nous direz qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en dehors de guérir, de soigner, de réfléchir, de manipuler. Qu'est-ce que vous faites et quelle est votre profession et d'où vous venez. Et puis d'abord, Patrick, qu'est-ce que vous faites dans cette galère-là? Dans la santé? Vous avez remarqué qu'il a choisi la santé comme porte de sortie et pas 36 heures pour demain. Merci, Serge, j'ai très content. Alors, votre profession En fait, je suis médecin du handicap. Je m'occupe spécialement d'enfants, mais au cours de ma vie professionnelle, j'ai été amené à faire beaucoup de management et actuellement, je suis chef de pôle de neurosciences et chef de pôle de gériatrie. Je suis bipolaire. Alors, comme on a des gens, il est bipolaire, donc il va être pris en charge pour le docteur Édouard. La règle dans cette émission, c'est
d'éviter tous les mots savants, sauf à donner leur signification. Donc moi, je choisis plutôt la deuxième solution. Le mot complexe, conceptuel, et derrière, l'explication. Neurosciences, ça veut dire quoi? Et gériatrie, ça veut dire quoi? Alors, ce sont toutes les spécialités qui tournent autour des maladies neurologiques. Depuis la neurologie, la neurochirurgie. Donc les nerfs, en fait, c'est ça? Voilà, la Ok. commande du mouvement. Parce qu'on a également des services qui sont sur l'appareil locomoteur. Ouais, On a les services de rééducation, on a des services sur la douleur, ouais. sur les maladies rares. Alors tout les ça. nerfs, on est bien d'accord que c'est en lien avec le cerveau quand même. Hein? Tout à fait, Voilà, tout à fait, donc, puisque c'est un ensemble Parce qui que permet... les gens qui nous écoutent, ils sont comme moi, ils sont nuls en médecine. Facile. Même en sciences, en sciences, on n'était pas bon du tout. Donc merci de préciser à chaque fois. Oui, c'est comme un ordinateur avec son réseau, quoi. Voilà. Non mais là, non. Patrick, tu fais encore dans le plus compliqué. Laisse tomber l'ordinateur. Ok, donc, mais concrètement, ce que tu fais dans le quotidien, c'est quoi? Ben, je manage, j'aide à faire en sorte que ces équipes puissent avoir... Je ne suis pas seul. Ouais. Avec une équipe de managers, hein, nous sommes à 4, on aide à ce que ces équipes aient les moyens en personnes humaines, en matériel. Comme un chef d'entreprise, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. On a 550 personnes dans le pôle, D'accord. 100 médecins, 70 internes, dans un des pôles. Ouais. J'ai un autre pôle, qui est la gériatrie. Je rigole parce qu'il n'y a même pas 100 entreprises en Martinique qui ont plus de 500 personnes. Ah, d'accord. Donc, je crois que au total, vous en avez plus de 5000. 5600. Bon, la première boîte de Martinique. C'est la première entreprise de l'île. Voilà, très Oui. bien. Félicitations. Merci. Je sais pas comment tu fais. On essaye d'assumer. Et toi, tu en as 10%, rien que pour toi. Oui, un petit peu, mais on a surtout une équipe de direction qui est à la tête du système. Ouais. Donc ça, c'est très aidant quand même. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Rien à voir avec... Ça n'a rien à voir par rapport au passé. J'ai 30 ans de maison et ça va bien, mieux. Ça va beaucoup mieux. Très bien. Serge Domy. Alors, Serge Domy, dans la vie, il est... Sociologue. Alors, on va vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est pas du quimbois, c'est bien ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, ces messieurs, des sociologues, mais en fait, c'est des gars des affaires. Comment ils savent tout ça, bagaille à la Simona? Non, mais en fin de compte, c'est un gars des affaires. Hein. Mais Tu vas aggraver ton cas. c'est un gars des affaires du macro, c'est-à-dire de la société globale. Fais attention, le concept de macro aux Antilles il est très particulier. Donc, un gars des affaires de la société. Globale, ouais. Ouais, pas envoyer ces motards. Pas les affaires des gens Ouais. personnellement, hein, bon, sur lesquelles on n'a pas du tout d'action. Ouais. Mais c'est vrai, non, c'est-à-dire que, bon, une société, ce sont des gens ce sont des hommes et des femmes qui vivent hein, autour de règles à partir d'un certain nombre de principes et que cette manière de vivre est portée par un certain nombre de règles. Et ces règles-là, il faut souvent les expliquer, les présenter, les expliciter, les rendre claires un petit peu dans la tête des gens, ce qui souvent peut aider les uns et les autres à mieux se positionner dans la vie. Alors, c'est la question que j'allais te poser, puisque les gens nous posent la question de manière régulière. À quoi ça sert? Parce que là, on a bien compris. Patrick, grosso modo, il sauve des gens. À quoi ça sert un sociologue? Ah ben oui, mais ça sert surtout à sauver effectivement le bien-vivre entre les gens. Là, tu sauves des sociétés, Oui, des pays. c'est-à-dire, en fin de compte, quand tu habites effectivement, donc à la fois ton corps à toi, Ouais. mais également en relation avec d'autres, il faut comprendre ce que sont et ce que font et comment se comportent les autres pour être en mesure d'être en harmonie avec les uns et les autres. Très bien. Donc, un appel à tous les hommes politiques. Les mecs, il vaut mieux, enfin, les mecs et les nanas, il vaut mieux avoir un sociologue dans la poche. Bien ça? Ça peut aider. Ça peut aider. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a. Enfin, un médecin, c'est sûr. C'est vrai Un que, sociologue, c'est... c'est vrai que Max Weber a écrit un sacré livre, Le savant et le politique. Ah bon. Très bien. André-Édouard, vous êtes dans le bonheur le plus total puisque, contrairement à ces messieurs et dames, vous n'exercez plus, c'est bien ça? Je n'exerce plus, mais j'avais pas imaginé que la retraite m'amènerait, par exemple, à être ici aujourd'hui. Ah ben, ça mène à tout. Ça mène à tout. Les loisirs mènent à tout. Alors, racontez-nous ce que vous avez fait et ce que vous faites aujourd'hui.
Donc j'étais spécialiste d'hépato-gastro-entérologie pour faire savant et des maladies de l'appareil digestif pour faire simple. Très bien. Donc tout ce qui part de la bouche et qui va un peu plus bas, c'est bien ça? Beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, d'accord. Beaucoup plus bas. Jusqu'au bout, comme diraient certains candidats. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous n'avez pas fait que ça. Vous avez participé, à mon avis, au développement, à la structuration de la santé au sens large en Martinique. Bon, j'ai travaillé à la fois à l'hôpital de Trinité, puis du Lamentin, puis l'hôpital Pierre Blackitman. Donc j'étais un préfigurateur de la fusion. Voilà. C'est à cause de vous, à mon avis, que ça a fusionné. Je n'ai pas soufflé ça, mais ils ont compris. Après 35 ans dans le milieu hospitalier public, j'ai dû bifurquer vers le libéral, parce qu'il y a une époque où c'était vraiment impossible d'exercer un certain nombre de spécialités. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la gastro-entérologie est en souffrance. Non pas parce que je suis parti, mais parce que pour trouver des médecins et le matériel nécessaire, c'est pas toujours très simple. On y reviendra. Donc je me suis aussi, oui, je me suis aussi impliqué dans le service public hospitalier. C'est-à-dire que comme Patrick, nous avons mis la main à la pâte pour la gestion de la maison. Et nous étions présidents, enfin à une époque, président et vice-président, et ensuite lui, il a été président de la commission médicale d'établissement. La fameuse CME. La CME qui fait la liaison entre l'administration et les médecins et qui participe aux décisions, au budget et à toutes ces choses. Donc au-delà d'exercer votre métier, oui, vous étiez devenu un gestionnaire. On n'était pas gestionnaire, mais on avait l'illusion qu'on pourrait influencer sur un certain nombre de choses, avant de comprendre qu'en fait, c'est pas ici que ça se passe. Comme dans beaucoup de domaines. Mais bien évidemment. Comme dans beaucoup de domaines. Mais bon, le fait que vous ayez pu être là, ça nous a peut-être sauvés, non? On n'a pas cette prétention. Mais on s'est impliqué. Ouais. On a surtout beaucoup d'équipes qui travaillent pour sauver les Martiniquais au quotidien. Ça, c'est clair que ce sont nos équipes. Non, mais au-delà de sauver les gens au quotidien, vous avez probablement sauvé le système. Parce que pour moi-même en avoir été, non pas la victime, mais au contraire le collaborateur à un moment donné, oui, j'avais bien noté que ça ne fonctionnait pas forcément très bien. Mais là, aux dernières nouvelles, Patrick semble dire que ça va un peu mieux. Et vous, votre jugement? Pour l'instant, je ne consulte pas trop. Mais les bruits que j'ai me laissent penser qu'il y a du mieux. Bon, de toute façon, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, de toute façon. Consulter. Sauf quand c'est nécessaire. Oui, mais bon, il vaut mieux l'éviter de temps en temps. Vous êtes pas pressé. Très bien. Florence Dorion, vous êtes une jeune, c'est bien ça? Vous avez vu qu'ils n'ont pas réagi, c'est excellent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Alors, quelle est la différence déjà? Dites-nous ce que c'est qu'une kinésithérapeute, parce que... Alors, la kinésithérapie, c'est la thérapie dans le mouvement. Voilà, c'est ça. Vous utilisez vos mains. Alors, j'utilise mes mains, oui, et puis le patient aussi. Enfin, nous, en tant que thérapeute, on amène le patient à bouger. Très bien. Donc, on lui donne des exercices à faire. Et les gens qui vous sont adressés, je pense qu'ils vous sont d'abord adressés par des médecins, le plus souvent? Absolument, oui. Ils ne viennent pas frapper à la porte en disant... Non. L'ostéopathie, oui, mais en kinésithérapie, c'est uniquement sur prescription médicale. Et les gens qui viennent vous voir, ils ont quoi comme problème? Eh bien, le plus souvent... Chez la partie kiné. La kiné, des douleurs. Donc des douleurs de genoux, des arthroses de cheville, douleurs d'épaule, des patients qui ont été opérés aussi. Ouais. Par exemple, au pio de coiffe au niveau de l'épaule. La coiffe, c'est quoi? La coiffe, c'est les muscles de l'épaule, pour faire simple. Qui tiennent l'articulation, c'est ça? Ah oui, je me souviens de m'être déboîté l'épaule et j'ai dû faire des séances pour remettre tout ça en place. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Et le côté ostéo, cette fois-là, c'est quoi? Et donc l'ostéopathie, c'est une thérapie qui est plus globale. Et donc là, à ce moment-là, elle est plus passive aussi. Donc en fait, c'est plutôt l'ostéopathe qui va manipuler son patient. Pour lui faire retrouver le bonheur. Donc pour le soulager. Et en fait, les séances d'ostéopathie prennent en charge le patient plus en globalité. D'accord. Y compris
les éléments liés à la douleur, aux accidents, etc. Alors, en C'est fait- un continuum entre la kiné et l'ostéopathie. C'est la même famille, en fait. En fait, la kinésithérapie, c'est vraiment la rééducation. Donc, on va vraiment réapprendre le patient Ouais. en plusieurs séances à retrouver la motricité ou l'usage d'une partie de son corps. Ouais. Alors que l'ostéopathie, ce sera plus une thérapie aiguë. Donc, quelqu'un qui va se faire mal ponctuellement D'accord. et qui va se voir son ostéopathe et espérer un soulagement en une ou voire 2 séances, par exemple. C'est un magicien, tu vois. Il n'y a pas que les gars des Zafé qui réussissent à faire retrouver le bonheur. Très bien. Alors, on va rester avec vous, Florence. Qu'est-ce que vous êtes venu faire de ce truc-là, 36 heures pour demain? Ne me dites pas que vous vous posez vous-même la question. Hein. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé le projet intéressant. Ouais. Je trouve ça intéressant d'impliquer les Martiniquais dans un avenir meilleur pour la Martinique. Et vous savez que vous allez être mise à contribution. D'ailleurs, j'ai lu votre contribution. C'est bien ça. Vous avez des idées qui transcendent un petit peu la norme. Hein. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de projets et vous avez probablement derrière la tête de les faire adopter par 36 heures pour demain, non? Eh Non. bien oui, pourquoi pas. Et l'idée de servir de coach ou d'expert pour les jeunes qui vont arriver avec des projets, notamment par exemple dans tout ce qui touche à la santé, ça ne vous pose pas de soucis? Coach, c'est un grand mot. En tout cas, les aider, les accompagner, ça fait partie du job et ça, c'est quelque chose qui ne vous effraie pas. Non, je trouve ça bien. Après, c'est aussi un partage d'expérience. Ouais. Et puis, ça pousse à la créativité, ça pousse aussi aux gens, ça donne envie aux gens de donner des idées pour progresser. Pour alimenter. Vous exercez depuis quand? Ça fait 11 ans. Ah, quand même! Ouais. Quand même. Bon, messieurs, vous voyez, comme quoi, hein, ça rajeunit déjà. Vous n'avez peut-être pas choisi la bonne filière. En tout cas, félicitations, on reviendra à vous. André, c'est quoi cette histoire de 36 heures pour demain? Vous êtes encore, vous aussi, victime de la séduction du professeur Aimé Charles Nicolas et de Serge Lomy? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reconnais Aimé Charles Nicolas depuis la résidence universitaire d'Antony, je ne vous dirai pas l'année. Les thèses complotistes sont à nouveau d'actualité. Donc, En fait, tout ça date de très longtemps. En fait. Et quand j'ai été contacté par l'intermédiaire de Patrick pour donner un petit coup de main à cette idée, c'est bien volontiers que je l'ai fait. Parce que l'appareil digestif, c'est une chose, mais la réflexion globale sur la santé, ça m'a toujours intéressé. Ouais. J'avais fait le choix du service public hospitalier, c'est parce que je voulais me mettre à la disposition de la Tout à fait. population et ça me plaît. Ensuite, ce qui nous a fait peut-être choisir par nos illustres organisateurs, c'est qu'il y a 21 ans, on avait écrit un petit texte qui s'appelait Santé Bas-Martinique, dans lequel on avait abordé un certain nombre de problématiques, dans lequel on avait fait, il y a déjà 21 ans, des propositions pour une meilleure prise en charge de la santé, pour un aspect en faveur de la santé globale, pour des coopérations intra-hospitalières, des coopérations entre le public et le privé, entre la Martinique, la Guadeloupe et même la Caraïbe. Ouais. Et nous avions déjà un petit entraînement à la vision au-delà de nos gros orteils. Et ces préoccupations que vous pointiez du doigt et les suggestions que vous faisiez à l'époque, est-ce qu'elles avaient été entendues? C'est le genre de questions qu'il ne faut pas poser, en fait. Non, je pense que certains seront malheureux, mais je vais dire la vérité. Allons-y. On a écrit à 200 personnes, c'est bien ça, Patrick? Oui, c'est ça. On a eu 4 réponses. C'était qui c'est non, Il veut des noms. c'est pas ça. Non, Je plaisante. On est allé du plus loin au plus proche, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère des DOM, le Premier ministre, Ouais. aux parlementaires, aux maires,
je ne sais pas, il n'y avait pas encore les collectivités territoriales, mais on a écrit à tous ceux que la santé, des gens qui ont une santé, donc qui étaient susceptibles d'être intéressés. Et vous avez eu 2% de réponse. Ce qui est pas mal, hein. Il y a des hommes politiques qui ont beaucoup moins. C'est aussi, il y en a qui font beaucoup moins que 2%. On a écrit à l'université, on a écrit au directeur d'hôpitaux, on a écrit... Est-ce que ces propositions, selon vous, peuvent servir d'ossature à la réflexion qui est en train de mener? Alors, j'allais dire encore. Nous avons, le temps passe, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées, et nous avons révisé notre copie il n'y a pas longtemps, et nous avons fait une autre version. Tout à fait. Qui s'appelle Santé Bamatinique 2.0. Que j'ai eu le plaisir de lire. Que vous avez eu le plaisir de lire. Là, nous avons tiré les leçons de la diffusion inutile. Et pour l'instant, elle ne circule pas beaucoup. Alors, de mon point de vue, elle devrait, à mon avis, vous devriez la rendre publique, surtout là, par les temps qui courent, parce que, très heureusement pour nous, un certain nombre d'élus et de candidats aux élections de la collectivité territoriale de Martinique ont inscrit la notion même de santé dans leur programme, même si ce n'est pas le cœur des compétences de la CTM, mais la santé devrait intéresser tout le monde, et je crois bien que la CTM et l'ex-conseil régional et même le conseil général ont financé pas mal d'infrastructures de santé. Et votre contribution, quelle va-t-elle être de manière très concrète. Mais là, je donne déjà mon après-midi. C'est déjà soirée, c'est déjà pas mal. Et puis, nous sommes prêts à discuter et à faire des propositions à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Mais pour revenir à la campagne électorale, il y a 2 listes qui ont parlé santé sur les 14. C'est déjà pas mal. Ah oui, aussi. C'est déjà pas mal. Oui. On est dans la même proportion, mais celle-là est un peu plus importante. 2 sur 14, c'est mieux que 4 sur 200. Hein. Vous voyez, ça progresse. Patrick. Oui. On a du mal à comprendre que tu te sois mis encore dans une autre galère, 36 heures pour demain, parce que c'est du temps tout ça. Alors, André, lui, il a le temps, en fait. Non. Il a de multiples activités, donc il n'a pas le temps. Mais toi, théoriquement, tu devrais pas avoir de temps à consacrer à un projet aussi chronophage. Mais ce type de projet donne du sens à tout l'investissement de mes 40 ans de profession. Quoi. Donc vive Aimé Charles-Nicolas, en fait. Et vive les lanceurs d'alerte, ouais. Ceux qui disent que la Martinique peut reconstruire dans tous les chantiers avec des belles personnes, des gens extrêmement intelligents, demain. Voilà. Ouais. Et donc moi, j'ai l'habitude d'encadrer des jeunes, j'ai l'habitude de pousser des projets dans mon institution, et je trouve qu'il n'y a aucune raison, si je suis un bon citoyen, de ne pas collaborer à ça. Vous avez entendu le message. J'ai bien compris que c'est un jeu de billard à 3 bandes, donc toi, tu as recruté André, mais qui t'a recruté? Charles-Nicolas, directement. Ah, directement. Et là, il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que j'étais intéressé, je lui ai dit oui. Ouais. Et avec André, on a une amitié très forte et qui se construit depuis des années autour des problématiques qui intéressent nos populations et notamment les problématiques de santé. Notre objectif étant d'essayer d'améliorer la situation sanitaire de notre île. On sait que les Martiniquais sont nombreux hors des soins. C'est le département qui a le plus de taux de non-recours. De non-recours aux soins. Ouais. Mais pas qu'aux soins. Même les aides sociales. Enfin, absolument. Serge pourrait en parler. C'est certainement catastrophique. Lié aux problématiques de précarité et de distance par rapport aux soins. Et je pense que il est normal qu'en tant que professionnel, on ait à la fois un regard sur la clinique, mais également sur la santé publique de nos régions. Mais on se prend à regretter que des hommes et des femmes comme vous ne participiez pas davantage au débat public, au débat politique. Moi, j'ai une douloureuse expérience, celle de Chum Douvant,
dans lequel j'étais très investi. Ouais. Et nous avons fait la tournée des popotes avec tous les politiques. Vous avez même été dans les ministères. Absolument. Ouais. Pour arriver à quoi? Quasiment un résultat zéro, quoi. Oh, attendez, vous avez quand même obtenu des dizaines de millions d'euros, là. Là, récemment, Ouais. c'est Ségur Santé. C'est parce que là, il y a eu un combat des fédérations hospitalières Ouais. des 4 Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, on a été très bon élève sur le Covid, puisqu'on Ouais. a continué l'activité au CHU, tous. Donc, tout ça a été en faveur de notre hôpital. André, vous ne regrettez pas d'avoir pas fait de la politique, parce que quand on vous entend, quand on vous lit, on a l'impression qu'on change de braquet tout de suite en termes de contenu, j'allais dire éditorial, et que vous laissez sur place un paquet d'élus. Pourquoi ? Je n'ai pas la fibre politique, je préfère me mettre à la disposition de la population concrètement. Et la C'est-à-dire- population met des élus comme ça à votre disposition. Un peu compliqué, non ? La difficulté avec les élus, c'est qu'ils ne m'entendent pas, ils ne m'écoutent pas, et je pense qu'il vaut mieux s'occuper de la santé de la population Directement. que de celle des élus. Très bien. Vous devriez faire les deux, à mon avis. Ça nous aiderait. Serge, rappelle-nous comment tu as été chopé par Aimé Charles-Nicolas. À moins que ça soit l'inverse. Oui, non, c'est-à-dire que, si tu veux, il y a un moment où le phénomène du crack Ouais. jouait un rôle extrêmement important. Et Jacques, moi qui avais travaillé déjà un petit peu sur un certain nombre de quartiers périphériques, j'ai été amené à travailler plus particulièrement sur Vieux-Pont, où j'avais pris la mesure, parce que Vieux-Pont qui était quasiment le point central de Ouais. commerce. un Le petit bas peu. centre du commerce du crack en Martinique. Et c'est à partir de là que il me semblait que face à la prégnance et à la difficulté du problème, la personne qui finalement avait peut-être le plus éminemment conscience et qui était peut-être également le plus en mesure de préoccuper et préoccupé également par des solutions pratico-pratiques Ouais. et inventer justement des modalités progressives de pouvoir un petit peu faire face à cela a été aimé. Ouais. Et à partir de là, donc, j'ai travaillé avec lui dans divers secteurs, à divers moments, etc. Mais le déclic sur 36 heures, parce que les gens qui nous écoutent se disent, mais qu'est-ce qu'un sociologue vient faire dans ce truc-là, puisqu'on parle d'innovation, on parle de projet, on parle de réflexion. Oui, mais tu n'es là pour soigner personne, en fait. Oui, non, pas pour ça, personne, mais c'est bien ce que nous disaient à l'instant Patrick et André, c'est-à-dire que quelque part, la santé ou la santé d'une population dépend aussi, Ouais. à mon avis, de la pertinence de sa projection. C'est-à-dire que plus un homme se projette dans des lieux ou dans des perspectives où il a de la ressource, où il sent effectivement qu'il est en mesure de réveiller des choses, à mon avis, mieux il se porte et mieux il se constitue. Et ça, c'est l'exercice a pour objectif. À mon avis, oui. C'est-à-dire que face à tout ce qu'on raconte, et qui sont des choses vraies, Ouais. c'est-à-dire il y a plein. Nous avons en Martinique une société en souffrance et etc. Il faut aujourd'hui articuler les choses sur le demain et sur les projections du demain. Et ça ne peut dépendre que de nous d'abord. Alors, on va faire un petit tour de table sur la vision que vous avez de la santé en Martinique. Alors, de manière très très large, et en particulier, à la fois pointer du doigt ses faiblesses, mais aussi mettre en exergue les forces, les atouts. Florence, j'ai envie de commencer par vous. 11 ans, donc ça vous pose dans le système. Vous êtes en bout de chaîne, parce qu'une fois qu'ils sont sortis de chez vous, a priori, ça va mieux. Ok. Ces deux messieurs ont vu des choses extraordinaires. Vous, si vous aviez à identifier les principales faiblesses du système de santé en Martinique, vous diriez quoi ? Je dirais la communication entre professionnels. Moi qui suis en libéral surtout, Ouais. puisque à l'hôpital il y a toute une cohésion, un travail d'équipe.
Et en fait, en libéral, on est parfois tout seul dans notre cabinet de ville. Ouais. Et la communication peut être compliquée entre kinésithérapeutes parfois et entre kinés et médecins, prescripteurs. Mais en quoi cette communication ou cette absence de communication est préjudiciable au système? C'est-à-dire qu'en fait, quand le patient, par rapport à un patient qui doit avoir une continuité de soins, est-ce que, donc, ne serait-ce que, comment dirais-je, communiquer le résultat d'un bilan de fin de parcours, mais parfois le patient, il peut ne pas revenir prendre son bilan, donc le médecin n'a pas la continuité, il n'a pas de retour en fait sur ce qui a été fait. Et parfois le médecin même n'est pas forcément au courant de ce qu'on peut faire en cabinet. Et aussi, quand je parle communication, c'est que parfois, sur les prescriptions des médecins, il peut être conseillé certaines techniques kinésithérapiques qui ne sont pas forcément des techniques que nous, kinés, on aura envie de faire sur notre patient. Puisqu'en tant que kinésithérapeute, on a un bilan diagnostique qui est fait. Et donc, on a le choix de nos techniques. Et donc, parfois, le médecin peut être amené à écrire donc un choix de technique. Il n'y a pas de cohérence. Voilà. Et donc, du coup, le patient, il se retrouve face à un soin qui va peut-être pas correspondre à ce qui est écrit sur la prescription. Et donc, ça crée des incompréhensions chez le patient. Au-delà de ces problématiques de communication, si on vous dit, si vous aviez à choisir en cas de maladie très grave entre rester en Martinique ou fuir, alors moi j'ai lu des trucs sur les taux de fuite extraordinaires, quel conseil vous donneriez à vos patients? Est-ce qu'il faut mieux se faire soigner ici ou partir? Voilà, j'ai pas osé vous poser la question, c'est bien résumé. Je suis contente que mes patients ne me posent pas la question, mais c'est vrai que j'ai des patients qui souvent vont se faire soigner en métropole. Et qui vont voir des spécialistes. Vous comprenez ce choix? C'est-à-dire que si vous avez une problématique urgente et que vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous dans le mois ou dans les 2 mois, oui, c'est problématique. Donc du coup, les patients, ils appellent Paris et ils préfèrent prendre un billet et aller consulter en métropole. Alors pour moi, c'était un exercice un peu difficile, voire trop subtil, de mettre en exergue cette faiblesse majeure du système. Oui, c'est-à-dire le manque de spécialistes. Qui concerne notamment les libéraux. Parce que nous, à l'époque, on avait fait un exercice dans un des magazines que je dirige, et on avait trouvé des rendez-vous à 9 mois dans certaines disciplines. Le mec, il est déjà mort, en fait, quand il a son rendez-vous à 9 mois. Est-ce que ça, c'est caractéristique de la situation actuelle ou ça peut se retrouver ailleurs au niveau national? Est-ce que c'est endémique? Je pense que c'est aux Antilles, oui, c'est une problématique ici, oui. Et selon vous, elle est liée à quoi? Au manque de professionnels, oui, en Martinique. Ouais. André, je présume que aujourd'hui c'est le paradis par rapport à ce qui existait à l'époque ou ça s'est aggravé? Non, je crois que le retraité est encore sollicité tous les jours par téléphone. Et ça commence toujours de la même manière. Je sais que tu es retraité, mais j'ai besoin d'un conseil. Donc je crois qu'il y a un problème majeur de démographie médicale à Martinique qu'il ne faut pas nier et qui touche aussi bien le secteur libéral que le secteur hospitalier dans certaines disciplines. Quel est le secteur le plus sinistré selon vous? Il y a 5 ou 6 spécialités qui vont mal. L'ophtalmo, c'est celle dont on parle le plus tous les jours, parce que les rendez-vous sont loin, même s'il y a des perspectives dans les mois à venir dont on parle un peu en ce moment. Il semble qu'il y ait des projets de boîtes privées qui s'installent avec plusieurs ophtalmos. C'est bien ça, vous en avez entendu parler? Au même titre de ce qui s'est passé pour les dentistes, semblerait. Oui, les dentistes, c'est tout Robert. Il y a un projet d'ophtalmo en Martinique, mais qui prend déjà des rendez-vous, mais qui ne peut pas encore donner de date. Parce que sur le plan administratif, tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Mais au-delà de l'ophtalmologie, est-ce qu'il y a des... Il y a un problème en pneumologie, il y a des problèmes en gastroentérologie, mais c'est pas la faute du retraité. C'est pas de votre faute. Vous avez tout fait pour... Et puis, il y a des problèmes en chirurgie très spécialisés aussi. Il y a la conjonction de numerus clausus. Alors, expliquons ce que c'est pour le téléspectateur. Le numerus clausus, il y a 30 ans, je pense,
les technocrates du ministère de la Santé ont dit que pour diminuer les dépenses de santé, il faut diminuer le nombre de personnes qui signent les ordonnances. C'est tout. C'est Donc aussi le nombre simple de que ça. médecins. Pas plus que ça. Donc, en les empêchant de devenir médecin, en fait, c'est ça. Voilà. Et comme les études de médecine durent entre 8 et 12 ans, sans parler des spécialités complexes, quand on décide de redresser le tir, C'est trop tard. En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps. ça prend beaucoup plus de temps. Quand le boom des natalités de l'après-guerre commence à être candidat à la retraite comme votre serviteur, ça s'ajoute au numerus clausus et il y a un vrai problème de démographie médicale. Et à l'époque, nous avions essayé de promouvoir la notion de réseau de soins, parce que nous avons un certain nombre de pathologies chroniques qui sont très fréquentes chez nous, diabète, hypertension, enfin, Ouais. et le vieillissement de la population, qui font que le travail en réseau est l'une des solutions. Quand vous dites le travail en réseau, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous Ça pouvez veut dire que pour la prise en charge d'un diabète, on a besoin d'un généraliste, d'un diabétologue, d'une kinésithérapeute, de laboratoires spécialisés, d'infirmières qui vont faire les piqûres d'insuline et d'un certain nombre d'acteurs qui doivent agir autour du même patient. Ouais. Donc s'il n'y a pas d'entente entre elles, c'est ce que nous appelons le réseau, c'est que ces gens échangent leurs données autour de ce même patient. D'accord. Et ça, ça a du mal à prendre? Ça marche très bien dans certaines spécialités, Ok. et suivez mon regard, et puis moins bien dans d'autres. Est-ce que, au-delà de cette problématique qu'on a soulevée et qui est récurrente, de la démographie on va dire des médecins, pour faire ça, C'est la le démographie nombre de médicale est médecins. en panne, oui. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques, selon vous, qui handicapent le monde de la santé en Martinique? Oui. Nous avons, on nous applique des plans qui correspondent à des situations sanitaires qui ne sont pas les nôtres. Illustration. Il y a 2 fois plus de diabétiques en Martinique qu'en France. Je ne connais pas le chiffre exact pour l'hypertension, mais si on nous met des plans qui sont adaptés à des populations où le diabète est 2 fois moins fréquent, la prise en charge de ces pathologies ne peut pas se faire comme il faut. Il n'y a pire inégalité que de traiter de la même manière des choses très différentes. D'où la notion, en fait, d'où l'intérêt de bien connaître sa population, c'est ça? en C'est fait. fondamental. Ouais. Ouais. Patrick, allons continuer le tour du désastre. Enfin bon, Non. j'exagère, faut pas dire ça. j'exagère probablement, mais juste pour soulever en toi ton indignation récurrente. Non. On va parler des forces après, mais allons dresser le tableau de ce qui ne va pas. Ben, par exemple, ce que vient de dire André, qui est la connaissance des données épidémiologiques de notre population. Oui. On en a très peu. On n'accède pas, par exemple, aux statistiques de la CGSS sur les pathologies et sur celles qui sont dominantes et celles sur lesquelles il y a des comorbidités parce que notre population a changé. Vous êtes C'est moins une- efficace que certains Non, non. organismes privés qui ont déjà fait des deals avec Oui. la Sécu ou les pharmaciens. C'est fort possible, mais si tu veux, en fait, on n'a pas ces données. Il nous Ouais. manque des données, donc pour aller à la pêche, c'est très compliqué. Ce d'autant que nos populations ont changé. Actuellement, les patients cumulent plusieurs pathologies, et même chez des sujets très jeunes. On voit ça Par sur exemple. le Covid. Ben, le sujet qui était diabétique, maintenant, il est diabétique, obèse, il a une hypertension, et bien souvent, il a une gonarthrose. Il a 4 pathologies, quoi, ça? alors qu'il a 50 ans. L'arthrose des genoux. D'accord. Voilà. Il a 4 pathologies alors qu'il a 40 ou 50 ans. Il est déjà. Ce il qu'on est- aurait il dû est foutu, normalement là. trouver à 70 ans. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que probablement les maladies qu'on a, comme le diabète, comme l'obésité, la restriction de l'activité physique, Ouais. qui est un excellent élément de prévention, fait qu'il y a un vieillissement plus précoce de l'être humain. L'alimentation, Son la alimentation, sédentarité, sa sédentarité, le stress professionnel, la précarité, les conditions de vie, tous ces facteurs-là. Et c'est pour ça que le rôle du sociologue est fondamental. c'est pour ça qu'on l'a mis sur ce plateau. de toute Voilà. façon, ça, c'est Il clair. est fondamental parce que Il nous demandait ce qu'il les fallait médecins- faire là ce soir. les médecins ne peuvent plus soigner sans savoir d'où sont issus leurs personnes, Ouais. leurs patients. Mais j'ai l'impression qu'on est passé d'une situation où les maladies infectieuses dominaient le tableau, on est d'accord. Quand je relis la littérature sur les années 50-60,
on voit des trucs très bizarres, en fait, qui seraient considérés comme très bizarres par les populations d'aujourd'hui. La bilharziose, j'ai vu des trucs sur, même dans les années 50, la fièvre jaune, enfin bon. Et aujourd'hui, on a des maladies modernes, en fait. En fait, on a ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, les MNT. On s'attrape ça tout seul comme des grands, quoi. Oui, on a son obésité, on a son diabète, on a son hypertension, et c'est une des priorités de l'OMS actuellement. Ouais. Alors on appelle ça les maladies chroniques. Mais est-ce que notre système, il est adapté à ça? Alors il se fait complètement culbuter par l'importance de ces maladies chroniques. Parce que tout à l'heure, on posait la question des retards d'accès aux soins. Ouais. Mais en fait, on a affaire à une épidémie de MNT, maladies chroniques, pour lesquelles notre système doit être adapté et pour lequel il doit mettre en place des consultations, par exemple en ophtalmo, pour le suivi d'une cataracte, mais qui n'ont pas la même urgence qu'une plaie du globe oculaire. Ouais. Et donc, nos hôpitaux ont dû s'adapter. Ainsi, en ophtalmo, vous avez la possibilité d'aller en urgence ophtalmo, H24 au CHU. Mais par contre, pour avoir un rendez-vous pour la prise en charge d'une maladie chronique de l'œil, ça devient compliqué, et au-delà de 6 mois. Voilà. Donc il y a deux volets. On travaille sur les urgences, mais voilà. Et on a dû s'adapter à ça pour pouvoir. Et ça, c'est dans toutes les spécialités. Simplement, notre système étant en silo avec nos spécialités séparées, bien souvent. En silo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spécialités travaillent l'une à côté de l'autre. D'accord. Parfois sans interaction, et c'est ce que regrette notre collègue en ville, mais c'est pas différent parfois à l'hôpital. Alors qu'il nous faudrait avoir une interaction permanente. Et on arrive à réaliser ça grâce à nos organisations qu'on appelle les pôles. Là, on a regroupé ensemble, par exemple, les maladies des neurosciences et de l'appareil locomoteur, les maladies des cœurs-vaisseaux, maladies métaboliques, voilà. C'est des ensembles qu'on appelle les pôles dans les gros hôpitaux. Par contre, l'articulation avec la ville pêche, parce que manifestement, on a une population médicale en ville et une population médicale à l'hôpital qui communique peu, parce que notre système de communication est archaïque. Oui. Le dossier médical qui est fait aux urgences du CHU aurait dû normalement transiter après dans une hospitalisation le même, et c'est pas le même, puis ensuite transiter vers le généraliste, puis vers le kinésithérapeute, sur un support informatique ou autre. Et ça serait, et même chez le pharmacien, si bien que dès les urgences, on pourrait faire l'ordonnance du pharmacien en ville, et le patient n'aurait qu'à aller à la pharmacie récupérer ça. Alors, tout ça, c'est un système qui ne fonctionne pas. On parle déjà des solutions, on va les aborder de manière plus détaillée tout à l'heure, parce que je sens qu'il boue. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais dénoncer? Profites-en, parce qu'on a une heure. Alors, en fait, donc, l'accès aux données épidémiologiques, parce qu'on ne peut soigner bien que si on soigne sa population. Qu'on connaît bien. Voilà. Ensuite, la gouvernance du système. Alors, pour les gens qui nous alors ça, c'est la tarte à la crème. La gouvernance, c'est dans tous les sens. En clair, les gens qui décident. Oui, c'est-à-dire que l'État, comme l'a dit André, prend des décisions sur des orientations sans tenir compte des besoins de population. Et aussi... Mais est-ce que vous les exprimez, ces besoins? Mais comme il pourrait faire la critique suivante. Ouais, mais attendez, vos hommes politiques ne viennent pas nous voir en nous disant voilà ce que sont nos populations. La difficulté, c'est l'accès aux données épidémiologiques, c'est-à-dire le nombre d'hypertension, de diabète. Mais ils les ont, ça. Enfin, l'État les a. L'État les a depuis la loi HPST. Avant, les DOM n'apparaissaient pas à l'adresse. Mais non. Oui. Donc là, c'est relativement récent. Et même si c'est récent, c'est pas suffisamment exploité. Heureusement qu'on a un observatoire régional de santé avec le docteur Merle qui nous extrait ces données-là et qui nous permet d'avancer sur la réflexion. Parce que j'ai vu des rapports de l'ARS où il y avait des données statistiques extrêmement intéressantes, bien charpentées sur toutes les maladies. Mais quand il s'agit du choix stratégique, il n'y a pas de lien. On tient compte du politique qui est à la tête du conseil d'administration, on tient compte des organisations syndicales qui font pression sur le système, on tient compte des lobbies médicaux qui existent dans le système, et c'est en fonction de tout ça, mais les données populationnelles qui sont premières sont parfois un peu oubliées. Et André, l'incohérence est manifeste ou bien
c'est subtil. Non, c'est pas la marge. Il y a un vrai scandale ou pas? Il y a un vrai problème, doublé de millefeuilles organisationnels. Il y a, entre l'ARS et la Sécu, la direction de la santé. Nous ne pesons pas dans les décisions. Quand on organise le Ségur de la santé, quand vous dites nous les Antillais. Ah, les Antillais, de manière globale en fait. Bien sûr. Pas quand seulement on organise un Ségur de la santé, il faut supplier après pour qu'il y ait un chapitre sur les Antilles. Sur les Antilles. C'est la même chose qui s'est passé pour le plan santé 2012. C'est encore la même chose qui s'est renouvelée. Et nous avons ici une fédération hospitalière, la Martinique, qui se bat pour faire entendre au niveau national que la santé à Fort-de-France n'est pas la même qu'à Paris. Ouais. Et je pense qu'ils entendent cette musique-là de d'autres corporations. Il n'y a pas que la santé qui ne soit pas la même que sur le plan national. Et peut-être que les conséquences sur la vie sont plus immédiates. Peut-être que c'est ça qui est intéressant sur c'est ça qui est intéressant sur le partage entre différents champs en Martinique. Ouais. Des solutions qui peuvent être trouvées dans l'économique ou bien dans la culture pourraient s'appliquer dans le champ de la santé. Par exemple, l'observance d'un Martiniquais au traitement de sa maladie, à son traitement, à sa compréhension, doit parfois utiliser des recours qui peuvent être artistiques pour mieux comprendre pourquoi il doit continuer. C'est là que tu commences à intéresser. Et c'est là que sur le plan sociologique, il faut des passerelles. On ne peut plus imaginer qu'on soigne ici comme on soigne à Paris ou en Auvergne ou en Lorraine. On a vu ça sur la psychiatrie d'ailleurs, parce que les psychiatres me disaient... plus qu'ailleurs. Moi, j'ai pour objectif, d'après ma formation, une formation de type freudienne, etc., j'ai pour objectif de déculpabiliser mon malade. Et les études ici prouvent que le malade dit « mais je sais que c'est pas de ma faute. Il fait même mal. C'est toujours l'autre qui est responsable. » Facteur externe. Donc, on comprend que certains médecins débarquant ici aient des soucis en psychiatrie. Mais qu'est-ce que tu penses de la... Je vous pose la question à tous les quatre. De cette image qui reste prégnante de gens qui doutent de la qualité du système, de la capacité du système à les soigner efficacement. On a l'impression d'ailleurs que ce doute, il est de plus en plus important en fonction de la progression de l'échelle sociale. Plus les gens sont aisés, plus ils doutent de la qualité du système. Est-ce que c'est quelque chose de faux ou est-ce que ça reste prégnant ? Moi, je dirais que ça a évolué. Parce que... Pour être politiquement correct. Oui, non, c'est pas pour être politiquement correct. Quand on analyse le recours au CHU, par exemple, c'est mon hôpital, donc je ne peux parler que ceux que je connais. 90% des personnes âgées de plus de 75 ans sont prises en charge au CHU. 98% des AVC sont pris en charge au CHU. Les gens pourraient aller ailleurs. C'est là qu'ils viennent. Autour de nous, la Guadeloupe envoie ses patients ici pour un grand nombre d'indications. La Martinique, son hôpital fait qu'il est hôpital de zone pour quasiment tout le ECS. Donc il y a des ECS, la Caraïbe, c'est ça? Voilà. D'accord. Et la plus belle reconnaissance, c'est quand un jour, j'ai vu débarquer un type en chemise cocotier venant de Saint-Vincent, qui manifestement était un chef mafieux et qui était venu négocier avec le CHU le fait d'avoir ses clients prioritaires sur le CHU à certaines périodes. Voilà. Donc, si ça se sait ailleurs, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis, on a un taux de fuite qui est extrêmement bas. C'est plus bas qu'en Guadeloupe et plus bas qu'en Guyane. D'ailleurs, nos destinations concurrentes dans la Caraïbe utilisent votre présence, en fait, votre outil, comme un facteur d'attractivité chez elles. Parce que nous n'osons même pas faire, d'ailleurs. Et le CHU, ce n'est pas le seul établissement. Des quantités de petits hôpitaux de proximité, je pense à Saint-Joseph, à Saint-Esprit, au François, aux Trois-Îlets, à Saint-Pierre, font du travail mais remarquable auprès de leur population. Nos collègues du libéral, les kinésithérapeutes,
Par exemple, on n'a pas développé de filière spécifiquement sur le handicap de l'enfant que je connais parce que nos kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes de ville font le job. On n'a pas eu besoin de créer une unité spécifique pour ça. Donc, on a des professionnels de grande qualité. Tous nos étudiants qui sortent. Il est déjà passé au point positif, là. Hein. Ça le démange. Laisse-moi... Attends. Garde le meilleur pour la fin. Laisse-moi interroger le sociologue. Est-ce que dans la population, ce sentiment de progrès, malgré les nombreuses défaillances, on va dire ça comme ça, structurelles ou conjoncturelles, fait son chemin, ou alors est-ce que les gens disent la santé moderne, hein, on va dire ça comme ça, le système de santé moyen? Alors moi, je dois avouer que je prends plaisir à participer à cette émission. Enfin. Non, parce que je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que donc j'apprends là, j'écoute et j'entends plein de choses et qui me permettent effectivement de dire ô combien nous avions raison de prendre cette initiative, mais surtout effectivement ô combien il est important un petit peu de bien diagnostiquer, de bien faire le diagnostic et surtout de se rendre compte que finalement, depuis longtemps, un certain nombre d'autres personnes rament dans le même sens. Ceci dit, je pense que globalement, les gens sont quand même dans une situation de relative méfiance. Pourquoi ? Parce que... Pour quelle raison ? Non, parce que souvent, justement, on se rend compte de ça. Quand le problème de santé arrive, il est souvent d'une accélération telle que les gens sont contraints à prendre des dispositions rapides. Souvent également parce que le patient s'ignore lui-même et que également, donc parfois les choses sont là depuis longtemps, il ne les envisage pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni ? Il les oublie. Notre rapport à la maladie en clinique est très particulier quand même. Il les oublie et puis quand effectivement donc l'urgence se présente, parfois on a tendance à vouloir chercher la solution la plus rapide, soi-disant. Et donc, je pense que tout ce que nous expliquent à la fois André et Patrick sur le cheminement et la mise en place, on n'a pas tout à fait conscience justement de l'importance de ce travail qui est fait et des possibilités effectivement qui sont faites. Alors donc, c'est en ce sens que moi, je pense qu'en les écoutant, on se rend compte de la complexité des choses, mais on se rend compte également qu'il y a bien évidemment des solutions et des perspectives. On va y venir. Florence, qu'est-ce que vous entendez de la bouche de vos patients sur l'état du système ? Parce que, très objectivement, l'une des illustrations les plus parfaites de cette méfiance dont parle Serge, c'est quand même l'affaire du Covid et de la vaccination et du Virapic et du complotisme. Parce que c'est un phénomène, on est là au cœur d'une problématique de santé vitale, on est bien d'accord. Et on a assisté à quelque chose de totalement irrationnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, je pense que les gens sont beaucoup dans la peur. Pour quelle raison ? La méfiance. Je pense que c'est à cause des informations. Trop d'informations. Tue l'information. Trop d'informations, on est au courant des nouveaux cas, tout ça, ce sont des chiffres qui sont anxiogènes. Et donc je pense que les patients, donc, ils sont dans un climat de peur et puis ils se méfient. Et puis les patients, je trouve qu'en 11 ans, ils ont de moins en moins envie de prendre des médicaments, par exemple. Mais pour quelle raison ? Je sais pas, ils se tournent plus vers des choses naturelles. Naturel ou irrationnel, on va en parler là, parce que moi je pense que c'est un élément fondamental. Je pense qu'André a dû voir des choses fantastiques. Je suis sûr qu'il y a des gens qui lui ont même proposé des médicaments qu'il ne connaissait pas. Alors... Après tout ce qui est vaccination, en général, mes patients, ils se vaccinent. Ils se vaccinent. Il y a des gens mais vous avez de la chance, parce que j'ai regardé les chiffres de la vaccination. On est à l'ouest, on est complètement à l'ouest. D'ailleurs, on pourrait donner certains de nos vaccins aux Saint-Lucien ou aux gens de la Caraïbe, tellement on en a. Mais au-delà de ça, les gens que vous soignez, est-ce qu'ils ont confiance dans la médecine ?
C'est catastrophique. Difficile à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ceux qui viennent chez le kiné, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des médicaments. D'accord. Voilà, donc il y a des gens qui viennent chez vous alors demandent... qu'ils n'ont pas du tout une pathologie que kiné peut soigner, c'est ça? Non, c'est-à-dire que nous, on voit surtout des patients qui ont des douleurs, des problématiques de douleurs chroniques ou... Mais ces douleurs peuvent avoir comme origine quelque chose de plus grave, non? Ben, s'ils viennent nous voir, a priori, c'est que c'est soignable avec la kinésithérapie. D'accord. Mais vous ne voyez pas des gens qui vous sont orientés ou qui ont forcé un peu leur médecin, parce que c'est aussi une de nos spécialités, ça. J'ai bien l'impression que quand on débarque chez un médecin en Martinique, on lui dit ce qu'il doit nous donner. C'est bien ça? André, vous avez vécu ça, vous? Bien évidemment, les gens, et j'ai travaillé longtemps avant Google, mais maintenant, ils arrivent avec le diagnostic, le traitement, et docteur, écrivez ça là. Heureusement que je suis à la retraite, parce que peut-être que ça ne serait pas toujours bien passé. Mais je veux revenir sur l'image de l'hôpital pour le patient. On a une situation assez paradoxale où notre activité est plombée par l'imprévisible. L'imprévisible, c'est les urgences. Ouais. Et la mauvaise presse des urgences qui fait l'objet de tous les coups de gueule les plus fréquents commence à être couverte par des gens qui ont eu des pathologies graves, qui ont eu des interventions en particulier dans les équipes de chirurgie cardiovasculaire ou de chirurgie spécialisée, la neurochirurgie et tout ça, qui eux disent « j'ai été très bien pris en charge, l'équipe était formidable et je suis très content ». Malheureusement, les oreilles sont un peu distordues, on entend beaucoup plus ce qui s'est passé aux urgences et le temps qu'on y a passé, parce qu'on ne réalise pas toujours qu'il y a une prise en charge, qu'il y a des examens dont on attend les résultats, des radios qui sont interprétées ailleurs qu'ici, et qui font que ce bruit de fond sur l'insatisfaction des urgences nuit à la qualité des soins qui sont de très grande qualité dans d'autres équipes. Mais est-ce que la problématique, j'en reviens à ce que Florence nous disait il y a quelques minutes, est-ce que sur un autre domaine, mais le mot est le même, est-ce que la problématique majeure de votre système, là, c'est pas sa communication, ou plutôt son absence de communication? Une campagne publicitaire sur les urgences de Martinique, j'ai jamais vu ça. Alors que les témoignages positifs, qui sont nombreux en plus, notamment il y a quelques stars qui sont venus être sauvés ici en Martinique, vous n'en faites pas cas? C'est sûr que pendant des années, au niveau des directions successives qu'on a eues, il y avait une omerta avec une volonté de ne pas communiquer. Ce qui a beaucoup changé. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Ce qui a changé. On a vu le résultat. Hein. On ne savait pas faire. Et puis on ne savait pas faire. Moi je me rappelle, j'avais assisté à un séminaire sur la communication. Tous les médecins arrivaient en blouse blanche, ce qui est complètement nul, quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout et on montrait l'hôpital et pas les patients. Ouais. Donc ça aussi. C'est pas l'outil qui compte. Ce qui compte, c'est l'impact qu'on a sur les patients. Donc ça a été revisité, ça. Et récemment, dans la nouvelle direction qu'on a, ça devient un nouveau chantier. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de communication qui sort autour de ça. Mais il y a aussi le fait de respecter la confidentialité, l'anonymisation, tous ces facteurs-là. Enfin, je parle à quelqu'un qui fait de la com, et donc je ne vais pas me mêler de ça tout de suite. Moi, je voudrais redresser une chose. C'est qu'on parle de santé. Et je voudrais dire que ce qui est le terme santé, c'est prendre soin. C'est ce que les Américains appellent le care. Alors que bien souvent, on a une distorsion avec un terme qui s'appelle soigner. Et la santé ne se résume pas aux soins. La santé, c'est l'aménagement du territoire, c'est le domicile dans notre pays, la précarité. Si on ne peut pas s'acheter des médicaments, si tout est lié en fait, médecins, tout est lié. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on doit progresser en Martinique. Sur le plan technologique, on approche, je dirais, du socle de base d'un système hospitalier qui peut tourner et de collègues en ville. Mais par contre, sur la population, sur la prévention du risque, sur l'éducation à la santé, là-dessus on est très en retard et alors qu'on a le double d'infirmiers. Il semblerait que... Voilà, et qu'on pourrait avoir des personnes du domaine du soin qui pourraient être d'excellents éducateurs. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Et pour ça, il faut savoir comment raisonne un Martiniquais.
Et notamment, quelle est l'importance de la tradimédecine? Alors, j'allais l'aborder justement. Serge, cette histoire de Quimbois, de remèdes graziers, de médecine alternative, ça a une place centrale. Oui, historiquement parlant, c'est une place centrale. Parce que pendant nous sommes maintenant, on amorce notre 5e siècle, là, on va l'amorcer, mais pendant plus de 3 siècles, ça dépend de toute la période esclavagiste, il a fallu effectivement s'organiser pour pouvoir prendre soin de soi. Et les services de santé n'existaient quasiment pas. Et puis en plus, même pas pour le colon. Même pas pour le colon. Et en plus, effectivement, dans le système de la plantation, la prise de soins, effectivement, n'a pas de place. Ouais. Et à partir de là, on apprend à s'auto-organiser. On apprend effectivement à trouver des solutions. Et le gars des affaires qui est aussi un docteur Fay, d'accord, et celui qui, justement, par rapport à la richesse de la végétation et de l'écosystème, s'il connaît, te donne un certain nombre de choses. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Un certain nombre de réponses. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ça puisse s'hériter. C'est-à-dire qu'un jeune de 20 ans puisse dire « Moi, monsieur, entre le Virapic et la vaccination, mon choix est fait. C'est le Virapic qui va me sauver. » Comment un discours comme ça peut être encore aussi puissant? C'est-à-dire qu'en clair, il a 20 ans, il tient ce discours-là. C'est pas lorsqu'il aura 60 ans qu'il changera de discours. Donc on est parti pour 40 ans de survivance du système. Oui. Mais ça, mon ami, mais non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voir effectivement que on a une habitude, c'est-à-dire que les gens habituellement, d'accord, ont une certaine manière de s'auto-organiser. Mais pourquoi la jeunesse est aussi... Parce qu'elle est impliquée dans l'éducation, c'est-à-dire que maman toujours a bien antidité, etc., etc. C'est-à-dire que, à mon avis, la grande méfiance et vis-à-vis effectivement du vaccin du Covid vient également du fait que les gens sont persuadés qu'en s'adossant aux médicaments traditionnels, au thé, aux moult choses qui sont proposées, effectivement, et ils n'ont pas besoin, d'alternatives. Hein. J'ai vu que les producteurs d'Atumo étaient en rupture de stock et en Il y a des mecs qui ont commencé à replanter de l'Atumo. Est-ce que tout ça, ça menace ou pas le système? Parce que là, on a grandeur nature, un échec total de la médecine moderne vis-à-vis de croyances concernant le Covid. Oui, mais ça menace le système si effectivement, et c'est là la question de la santé et de la gestion de la santé, si effectivement on continue à ne pas comprendre que notre pays doit faire pays sur ces questions-là. C'est-à-dire en tant que pays. Ça veut dire nous quoi? avons effectivement à nous prendre en charge en tant que tel. Oui, non, mais bon. Non, c'est important. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que nous devons avoir un réflexe vis-à-vis de ce pays, de cette île, d'accord, sur la question de la santé, sur la manière de mieux la charger et de mieux la prendre en compte. Donc en fait, c'est totalement au sens noble du terme, un choix politique. C'est un choix politique au sens où, si on veut, dans la manière dont un certain nombre de principes de gestion doivent être effectivement arrêtés, ils ne peuvent être arrêtés que sur la base justement de la prise en compte de ce pays dans son nombril, dans ce qu'il est. Donc en clair, tu es en train de nous dire qu'André devrait avoir à la fois son Vidal, donc sa Bible classique, plus un bouquin sur les vertus thérapeutiques des plantes, des choses comme ça. Oui, parce qu'il faut avoir les deux. Parce qu'il faut entrer en dialogue avec effectivement le soigné. Donc moi ça vous quand il Virapic, mais à côté Virapic là, faut penser le bagage. Et puis il faut comprendre Pouchi, il faut comprendre. Parce qu'il n'y a pas nécessairement systématiquement d'opposition entre ces choses-là. Alors moi j'ai envie dans il n'y a pas de Virapic dans
dans votre discipline. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas d'alternative liée aux plantes traditionnelles. Les gens ne viennent pas vous dire, de toute façon, moi, pour remettre mon épaule en place, j'ai mon remède. Non, ce serait plus par rapport aux crèmes à utiliser. Ils ont trouvé un moyen. Les crèmes. On va pas dire ça. Ils viennent vous dire, ne vous inquiétez pas, les exercices c'est vous, les crèmes c'est moi, c'est ça? Non, ils vont me dire qu'ils ont une crème qui a été prescrite. Prescrite par qui? Par le médecin. Oui. Donc c'est soit il y a des patients qui vont être pour utiliser les crèmes donc anti-inflammatoires par exemple. Ouais. Et puis ceux qui ne veulent surtout pas utiliser ces crèmes et qui vont se tourner plus vers des huiles locales, naturelles, comme girofle, je sais pas, tout ce qu'on trouve là. Bois d'Inde, etc. D'accord, donc c'est prégnant. C'est, quelle que soit la discipline, enfin, c'est bien ça André? C'est tout. Même la vôtre? Mais, enfin, celle que j'ai exercée, celle que vous avez exercée. Il y a toujours eu des choses qui nous échappent. Vous avez des anecdotes à nous raconter? Mais ceux de ma génération ont bien connu l'histoire des 3 feuilles. Alors, trois feuilles à poser sur le nombril, arrête la diarrhée. Quand vous aurez compris, vous m'expliquez. Moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, j'utilisais, parce que bon, je vous rappelle que je viens de Grand-Rivière. À l'époque, c'était le bourgeon de goyave qu'on ingurgitait, ça arrêtait la diarrhée tout de suite. Et je l'ai. Alors, après, j'ai cherché la constipation immédiate. Si vous voulez une constipation immédiate, c'est bien ça. Voilà pourquoi ça arrêtait la diarrhée. Mais après, pour s'en sortir, là, nous sommes déjà arrivés à un niveau scientifique où les vertus constipantes de la goyave sont connues. Démontrées. Ouais, mais les 3 feuilles posées sur le ventre, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles soient différentes. Les mecs, ils gratiboisaient les jardins du voisin. Alors, moi, je voudrais revenir sur une autre idée. Toutes ces illustrations montrent à quel point il faudrait, à mon avis, que la collectivité territoriale de Martinique sorte de son champ limité au médico-social et à la prévention pour une prise en charge globale de la santé à la Martinique. Alors, vous me tendez la perche, on passe à ce qu'il y a de positif et aux solutions apportées aux différentes problématiques que l'on a évoquées. Alors, parlons des forces. Florence, on vous chope dans la rue pour un sondage et on vous dit quels sont, selon vous, les atouts de la santé, du système de santé en Martinique. Vous répondez quoi? Qu'on a des très bons professionnels en Martinique. Oui, ça, ça on l'aura compris, on aurait eu du mal à avoir l'avis contraire, surtout venant de vous. Vous êtes jeune, vous êtes inscrite dans un système qui fonctionne bien, merci la sécurité sociale. Elle a été formée en Martinique. Elle a été formée en Martinique, donc ça fonctionne. Mais au-delà des hommes, est-ce que vous avez des choses à valoriser? Dans la kinésithérapie? Non, dans le système de santé de manière générale. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Est-ce que si vous aviez à valoriser ou à mettre en exergue des choses positives sur le système de santé, en dehors de ce que vous venez de pointer du doigt, c'est-à-dire la qualité des professionnels? Mais déjà, le fait que la santé, qu'il y ait la sécurité sociale, les soins sont remboursés, pris en charge. Vive la République française, c'est ça? Et ça, c'est un atout. C'est clair que les gens s'en rendent compte, en fait, quand il faut passer à la caisse. Hein. On est bien d'accord. Ils ont des critiques monstrueuses sur le système. Et d'ailleurs, je les ai vus à plusieurs reprises très étonnés. Alors, nous, on fait beaucoup d'études. Très étonnés du fait qu'il n'y ait rien à payer. Vous voyez la tête des gens quand on leur dit non. Ils commencent à sortir leur carnet de chèques. Ils disent non, c'est bon, madame. C'est bon. Ils s'en vont rapidement, mais bon. D'accord, au-delà de ça, mais vous qui avez la possibilité de comparer, parce que vous avez voyagé, vous avez vu autre chose, est-ce que les gens sont conscients du bonheur qu'ils ont? Pas forcément, non. Vous les trouvez injustement critiques ou vous comprenez leurs critiques? Eh bien, en fait, ça dépend des cas. En fait, je comprends pas où vous voulez m'emmener. Ne vous inquiétez pas, nulle part. Là, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie d'identifier, c'est l'image positive, les choses positives. Une fois qu'on a peint un tableau extrêmement négatif, hein, vous avez vu, on a passé tout en revue, ou quasiment tout, les faiblesses structurelles.
Là, je veux quand même donner une vision un peu plus positive du système. Voilà pourquoi je vous pose ces questions-là. D'accord. Qu'est-ce que les gens mettent en avant, ou qu'est-ce que vous, professionnels, vous mettez en avant pour dire aux gens c'est pas si mauvais que ça? Ben, déjà, dans le cadre de la kinésithérapie, on a des kinés qui sont de plus en plus spécialisés dans certains domaines. Et donc, ça permet d'avoir des soins de meilleure qualité. Les gens aujourd'hui, vous leur rendez bien ou pas? Est-ce que vous, comme ici, nous les journalistes, on reçoit des petits mots, on reçoit des petits SMS, félicitations, merci beaucoup, ou le contraire, mais est-ce que ce type de communication avec vos patients, ça existe? Oui, les patients nous apportent des fouilles, par exemple. Tu vois que ça existe aussi. Ils nous proposent des plantes aussi. Ah oui, carrément. Oui. Personne ne vous propose de vous payer avec comme ça se faisait à l'époque, hein, avec ça des arrive légumes. parfois. Avec des légumes, ah non. Oui. André, vous, si vous aviez à dire, on va parler des solutions tout à l'heure. Vous avez déjà lancé quelques pistes. Vous avez la possibilité là de comparer entre le début et aujourd'hui. Vous diriez quoi? Qu'est-ce qui a le plus progressé? Qu'est-ce qui est emblématique d'une amélioration? Alors, je crois que j'ai commencé à travailler à Martinique en 1972. Donc, l'année prochaine, Il y aura 50 ans. 50 ans. ce qui est jeune. C'est très jeune comme moi. Voilà. Ouais. De toute façon, ce Mais soir, sur le plateau, il n'y a que des jeunes. Mais les préoccupations de cette période, en particulier le péril fécal, les maladies parasitaires, les vaccins qui n'étaient pas encore obligatoires pour entrer à l'école et tout ça, il y a eu des hécatombes. Et personne n'en parle d'ailleurs. Hein. Non. Sauf que dans un certain moment, quand un président de la République française a voulu parler des bienfaits de la colonie, il a parlé du système sanitaire amélioré. Mais c'était pas bien venu. C'était la vérité pour la santé, mais on ne peut pas dire que la colonisation est un bienfait. Ah non, pas vraiment. Donc j'ai vu toutes ces choses disparaître. Ouais. J'ai vu des tas de vaccins qu'on a donnés sans le moindre problème et que les gens ont pris. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont contre les vaccins sont vaccinés. Mais bien évidemment. Ils l'oublient. Et j'ai vu aussi chuter de manière considérable la prise en charge ailleurs, de l'autre côté de la mer, d'un certain nombre de choses qui se soignent ici maintenant tous les jours avec une grande banalité. Donc manifestement, on a fait des progrès considérables. Oui. Et aujourd'hui, si vous aviez à lister les principaux atouts, vous diriez quoi? Alors, je crois que mais les gens ne s'en rendent pas toujours compte. L'accès aux soins pour les précaires, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les personnes les plus pauvres de l'île, en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'à l'époque, il y avait ces fameux bons AMG que distribuaient à la tête du client les maires des différentes communes. Le monde AMG. Qui permettait de payer. Le monde AMG finissait dans l'urne. Hein. Pas sous la même forme, mais c'était ça. Voilà, la politique des bons AMG. Non, il y a eu des progrès considérables qu'on ne peut pas nier, mais ceux qui n'ont pas le recul nécessaire ne s'en rendent pas compte. On est là pour ça ce soir. Patrick, alors, toi qui tenais, que j'ai dû retenir pour parler, alors pas des pistes pour l'instant, mais de ce qui va mieux. Alors, moi je dirais, mais ça peut-être que vous ne le voyez pas encore, le nombre de jeunes médecins, soignants dans notre hôpital qui sont d'origine martiniquaise. Ça, c'est une vraie révolution, parce que je crois qu'on est resté 20 ans sans ça. Ça, c'est génial. Ouais. Et puis des cerveaux, pas des petits... Il y en a un là qui a rédigé avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je le vois aussi dans l'école de kinésithérapie, puisque je participe au jury de fin d'année, la qualité des mémoires, l'intelligence. Et puis, il y a aussi la générosité de nos équipes.
au sein de gens de toutes les générations. Quand tu dis la générosité, ça veut dire quoi? Des gens qui ça tranche par rapport à ce qui existait avant? Je trouve, par exemple, j'ai la chance ces jours-ci de travailler avec des personnels des urgences. Ouais. Il y a une grande générosité des gens. Ceux-là, ils sont au front tous les jours. Hein. Ils sont au front et ils s'investissent à fond la caisse. Ouais. Souvent sans la reconnaissance en face. Oui, ça c'est un des drames, j'ai l'impression, du système de santé, c'est-à-dire des gens qui sont au charbon, comme on dit, et qui... Il y a eu un petit épisode, vous vous rappelez, de gens qui applaudissaient à 20h les soignants. Ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'au bout, ça c'était le premier confinement, mais dès le deuxième confinement, on les a oubliés. Et puis, le Covid, ça a mis en tension notre système, et pourtant, ils ont résisté, on a soigné. C'est pour ça que je regrette que la population ne soit pas plus citoyenne en se vaccinant pour empêcher la 4e vague qui va arriver en septembre. Ce soir, vous avez un scoop, il y aura une 4e vague en septembre. Oui. Vous avez entendu, donc allez vous faire vacciner. Sûr. Profitez des vacances pour aller vous faire vacciner. Et là, on perdra encore des Martiniquais, parce qu'il y a des gens qui meurent. Oui, je crois qu'on est proche de la centaine de personnes qui sont mortes sur notre île. Elle est atteinte. Bon. Donc, je voulais faire un petit point tout à l'heure sur la tradimédecine. Pour souligner le travail... Alors, la tradimédecine, on traduit, c'est soigner avec des feuilles. Voilà. Ouais. Pour souligner le travail qui est fait par des chercheurs de la Caraïbe qui s'appelle Tramil. Et en Martinique, un monsieur qui s'appelle Nossin. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur l'application des plantes médicinales. C'est un pharmacologue. Sur le chikungunya, voilà. Ouais. Donc, il y a des gens extrêmement experts sur ces domaines-là. Et c'est dommage que cette partie-là soit pas connue. Soit moins connue. Voilà. Donc, on a ça. Ouais. On a autre chose. On a ça, et peut-être qu'il nous faut maintenant faire ce que disait Monsieur Domi, avoir une approche translationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le partage de connaissances entre les différentes disciplines, parce que notre population est très réceptive. Moi, quand j'examine un patient et que je discute avec lui, à la fin de la séance, il a compris sa maladie. Il est capable de se traiter tout seul. Mais c'est peut-être ce temps-là qu'il faut lui accorder. Il faut lui parler vrai, authentique. Mais ce temps, très sérieusement, est-ce que les médecins l'ont? Parce que quand on voit les statistiques de durée de la consultation et que la courbe fait ça, elle descend parce qu'il faut aller plus vite, parce que la demande est extrêmement forte, parce qu'il faut être efficace, est-ce qu'on a encore le temps? Mais peut-être que les médecins font des actes qui auraient pu être délégués à des infirmières. Ce qu'on appelle les infirmières en pratique avancée. Ça, c'est encore un autre débat, ça. Voilà. Et ça, c'est dommage. Ou à des kinésithérapeutes, ou à des pharmaciens. Ouais. Ça pourrait être un partage de connaissances. Chaque fois qu'on veut sauter le mur de partage entre les professions, on entend des protestations très très vives. Hein. C'est pour ça qu'il faut que notre CTM se mêle un peu de ce système de santé. C'est parti. Donc vous voulez m'emmener sur les pistes, on va y aller. Voilà. Alors... avant tout, messieurs, Serge, toi qui es parmi la population, est-ce que tu penses que les gens ont malgré tout une image positive du système de santé à Martinique? Oui, globalement, parce que les gens quand même savent effectivement le bénéfice que nous avons ici. Tu nous as dit tout à l'heure qu'elle était quand même un peu méfiante. Non, elle est méfiante. Et j'explique surtout qu'elle est méfiante quand elle se trouve dans une situation d'urgence où elle a à faire face elle-même par rapport à sa propre maladie, etc. Et effectivement, les réflexes sont tout autres. Mais d'une manière générale, quand même, les gens ont conscience. On a l'impression que il y a une espèce de jeu un peu bizarre où il y a des critiques régulières, on les entend, et puis il y a un attachement malgré tout à la médecine moderne. Est-ce que c'est lié à l'époque ou est-ce que c'est une chose qui a progressé? Parce que moi je me souviens, j'habitais entre deux médecins, au Robert, à la rue Louis Blanc, et je voyais l'attachement des gens à la médecine moderne parce qu'ils arrivaient à 4h du matin sur des files d'attente, mais toute la rue. Et les gens voulaient voir le médecin malgré tout. André? Ça c'est un temps, mais je ne suis pas sûr qu'il est encore là. Parce que les gens de 4h du matin, c'est dans 2 ou 3 cabinets que tout le monde connaît bien, mais dans l'ensemble, ils arrivent plutôt avec leur chronomètre, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas encore passés.
Très bien. Donc il y a malgré tout cette appétence, quoi. Il n'y a pas de boycott du système. On est bien d'accord. On ne peut pas dire ça. Vous, Florence, vous avez des files d'attente devant votre cabinet? Non, parce que je passe à l'heure. Je te suis. Tu as vu, c'est efficace. Allons parler des pistes de solutions. André, vous avez carrément rédigé un programme politique. Je vais l'envoyer à mes potes. Mais on n'a pas eu le temps de présenter notre liste, sans quoi. Parce qu'on était trop occupés. Mais faites attention. Vous savez que la sanction de ce type de programme, c'est le succès. Non. On peut gagner avec un truc comme ça. Alors, est-ce que vous, rapidement, est-ce que vous pourriez nous endresser, on va dire, les principales pistes et nous parler de ce que vous préconisez? Je pense qu'il faut un programme de santé orienté et basé sur les besoins réels de la population. Donc d'abord, l'audit des besoins. Il est fait régulièrement. L'Observatoire régional de la santé sait quelles sont les pathologies chroniques récurrentes, leur classement, les difficultés qu'on a en matière de prise en charge de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de santé périnatale. Je crois que c'est les principaux facteurs. Ça, c'est les principaux facteurs. Mais il faut que le programme tienne compte de ça. Quand vous dites le programme, c'est Paris, quoi. C'est ça? Oui. Et c'est pas Paris qui doit nous le dicter. Il faut que localement, tous les acteurs de santé se mettent d'accord sur un programme d'action et le déclinent ensemble. Pas seulement les docteurs hospitaliers d'un côté, les libéraux de l'autre, les kinés par-ci et par-là. Il faut un programme de santé populationnel. Mais qui peut être l'initiateur? Enfin, c'est un peu le boulot de 36 heures pour demain où vous allez vous allez avoir une espèce de vitrine, de tribune fantastique, puisque l'UNESCO, les médias, enfin bon, c'est fantastique. Mais en dehors de Serge et de monsieur Charles Nicolas, qui peut être l'initiateur de ça? Vous avez le candidat tout désigné, vous avez dit il faut que la CTM sorte de son champ. La CTM est chargée, je le redis, du médico-social et de la prévention. C'est clair. Bon, la prévention, ça n'a jamais été vraiment mis en avant en Martinique. Il faut déjà qu'elle l'applique, et puis il faut qu'elle déborde sans danger, puisqu'il s'agit de la population de son peuple. Pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à faire ce qu'il faut pour que les gens aillent bien. Patrick. Mais moi, je pense que c'est la CTM et l'ARS. Vous savez qu'il y a une réforme qui va certainement se faire où les ARS de proximité, le président du conseil d'administration risque d'être nommé par le président de la collectivité. Ça va être un politique. Donc ça, c'est un élément majeur. Il faut qu'il y ait un vrai travail de proximité entre ces deux organismes. Et ça marche pour des structures comme les EHPAD, le médico-social, puisqu'ils travaillent ensemble. Mais il faut l'appliquer maintenant à d'autres champs. Au-delà des choix politiques, parce que ça c'est au sens noble du terme, le politique, vous lui demandez de s'intéresser, d'enlever ses œillères et de regarder de manière plus large. Est-ce qu'il y a des choses plus concrètes, plus pragmatiques, plus immédiates qu'il faut faire? Alors, actuellement, par exemple, mais ça c'est un scoop, mais ça peut influer sur l'élection de dimanche. Alors, mais on ne va pas être diffusé au moment des élections. Bon, très bien. Alors, il y a 100 millions d'euros des fonds FEDER qui viennent d'être attribués par la CTM au CHU de Martinique pour upgrader 40 ans de retard structurel. Parce que là, augmenter l'équipement de plusieurs services, ce qui correspond à 40 ans de retard structurel. Bon, ça, c'est fait. C'est fait, et ça a été voté, l'Europe est actée, et on va toucher ces financements-là. Et ça, on est bien sûr que ça va aller vers l'équipement, parce que oui, notre sport national qui consiste à... Non, c'est une obligation avant 2023. D'accord. Et par exemple, sur Trinité, ça va servir à refaire une partie du bâtiment en attendant la reconstruction. D'accord. Bon, ça, c'est très concret. Ça, c'est sur le plan financier. C'est sur les équipements. Maintenant, sur les hommes, il faut absolument que
on se bat pour le retour au pays, pour continuer le retour au pays des diplômés. 50% sont en dehors de la Martinique actuellement, ceux qui sont dans les domaines de la santé. Seule notre école de kiné fournit les 24 étudiants chaque année pour toute l'interrégion, mais les jeunes kinésithérapeutes restent au pays puisqu'ils remplacent les baby-boomers. Il y a des baby-boomers aussi en kinésithérapie. Sur d'autres écoles, c'est pareil. Il faut qu'on puisse, quand on met des gens à l'école, il faut qu'on leur offre l'emploi derrière. Voilà. Et donc, il y a un lissage des programmes de recrutement qui doit se faire sur tous les Alors, pour les gens qui nous écoutent, on va faire on va se mettre à la place de Pôle emploi 30 secondes. Quels sont les métiers qui sont les plus en tension? André nous avait... Les professions remarquables. Pour moi, c'est les kinésithérapeutes, tous les rééducateurs. Kinésithérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes. C'est un vrai souci. Orthoptistes. Voilà. C'est des professions remarquables. Et également certaines professions comme les IBOD, les infirmières de bloc, les infirmières anesthésistes qui tournent autour de la chirurgie dans le bloc opératoire. Et dans la partie médecin? Alors, les chirurgiens, les réanimateurs, les gens qui font de la radiologie, rares sont ceux qui restent à l'hôpital ou qui restent là. Et puis toutes les spécialités qu'on a, comme anesthésiste, profitons-en, messieurs. Gastro-entérologue. Vous savez que cette émission va être remise en boucle. Dans beaucoup de disciplines, mais surtout les disciplines qui sont choisies à l'internat avant le 4000e rang. Pourquoi? Parce que nos jeunes Martiniquais, on a un classement sur 8000. 8000 candidats. 8000, non, il y a 8000 qui réussissent à l'internat. Voilà. Entre 4000 et 8000, c'est là que se trouvent 70 à 80% des jeunes Antillais. Entre 1er et 4000, c'est là qu'il y a les spécialités les plus cotées. Et là-dessus, viennent se greffer des jeunes métropolitains qui prennent ces postes aux Antilles, alors que cette école est réputée. Et donc, parce qu'il n'y a pas de jeunes Martiniquais ou jeunes Antillais donc, qui ça veut sont dire quoi? Il faudrait leur réserver, c'est ça? Alors, c'est un vrai problème pour l'université actuellement. Quota. Il y a un problème de quota, il y a une réflexion de discrimination positive, mais ça, c'est une réflexion actuellement en cours au niveau de l'université. Alors, être très concret, ce qu'il faudrait, c'est réserver une partie de ces spécialités cotées à des Antillais. Voilà, pour permettre de voir arriver des chirurgiens digestifs, cardiaques, des réanimateurs, des anesthésistes. Quelques-uns réussissent. Rationaux à niveau de compétences égales quand même. Bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Au lieu de ça, on a mis en place un système qui est la venue de praticiens étrangers, ce qu'on appelle les PADU, qui vont nous permettre de remplir le trou qui va se faire après le départ des baby-boomers, là, mais qui ne peut pas perdurer. C'est pour ça qu'il faut absolument une réforme au niveau de l'université. Cette période-là va durer combien de temps? Il semble que le déficit, le maximum, soit en 2035. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ouais, mais on est parti sur 10 ans. Voilà. Heureusement qu'on fait Martinique 36 heures pour demain. Voilà. Serge Dominique. Ah non, moi qui... Les pistes. Oui, non, mais moi qui ne connais rien, bon. non, ce que je veux dire de l'extérieur, de l'extérieur, moi il me semble que il faudrait articuler la question de la santé à 3 champs, me semble-t-il. La question de l'éducation, je pense que, et le soir, particulièrement l'éducation des patients, je pense qu'il faut qu'ils comprennent un certain nombre d'enjeux, parce que trop souvent ils se laissent prendre par des stratégies commerciales, se font avoir. Donc je pense que l'éducation de la population en matière de santé est quelque chose effectivement d'important. Je pense aussi qu'il faut articuler la question de la santé avec des problématiques d'aménagement. Dans ce pays, à mon avis, on ne marche pas assez, on n'est pas assez physiquement actif et on est trop souvent en voiture et on n'a pas un aménagement qui facilite justement la prise d'air, etc. Et puis je pense qu'il faut également articuler à la question de la coopération un objectif qui est de développer la coopération entre les différentes spécialités, entre les différents spécialistes. Il faut que nous apprenions, à mon avis, à parler d'une même voix. Ça, c'est André. Bah, tu vois, tu comprends pourquoi tu es là ce soir. Merci Serge. Florence, un petit mot sur l'avenir.
Vous voyez ça comment? Parce que là, on a fini sur une touche un peu inquiétante quand même. On va souffrir au moins jusqu'en 2035. Votre profession est dans la liste des métiers remarquables qui sont en tension. Hein. Il en manque apparemment. Il en manque, oui. Il en manque et il manque aussi des prescripteurs, des médecins prescripteurs. Ouais. Ah, c'est clair que... Oui, effectivement, puisque là, il y en a forcément dans certains domaines de moins en moins, puisqu'ils partent à la retraite. Les fameux baby boomers, c'est ça. C'est des gens qui sont nés dans les années, on va dire, 50, 60, et qui ont commencé dans les années 70, 80, et qui fatalement partent à la retraite ces temps-ci, ou il y a quelques années, depuis quelques années. Et il y en a beaucoup moins. Donc, vous n'avez pas trop peur de la concurrence, de toute façon? Non, je pense pas à ça. Voilà une confusion, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Non, mais la population est vieillissante. Ouais. Donc, on aura besoin de plus en plus de kinés. Vous avez du boulot. Voilà. Et puis, les maladies chroniques se développent, etc. Vous avez du boulot. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de gens ici. Il y a des secteurs où ils sont beaucoup plus inquiets que les vôtres. Vous, tranquille, il y aura toujours besoin de médecins et de spécialistes de la santé et de sociologues. De plus en plus de sociologues. Par contre, il va falloir qu'il y ait une école, Serge, parce que là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Non, mais c'est l'université qui n'a pas facilité les choses. Hein, donc. Et boum. Non, mais c'est vrai. Bon, on en reparlera de toute façon. Alors, très rapidement, on va essayer de faire vous donner des candidats, des jeunes qui vont venir, que vous allez devoir coacher. Pensez-y. Le numéro de téléphone, le 06 96 89 58 57. L'adresse mail, ça c'est pour les branchés. À peu près 15% seulement de la population martiniquaise, il faut s'en rappeler. Martinique36h, tout collé, @gmail.com. Et il y a un site internet, martinique36h.com. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour nous contacter. Madame, messieurs, merci de vos lumières. Il y a quelqu'un que vous avez rendu heureux ce soir, c'est Serge Denis. D'accord. Qui l'a dit d'ailleurs, qui l'a exprimé en disant je suis particulièrement heureux et j'ai enfin compris pourquoi je suis là ce soir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci de votre soutien. Continuez à nous appeler, continuez à nous envoyer nos petits mots de soutien et à très bientôt, je vous promets de nouveaux épisodes. À bientôt. À bientôt.